le milliardaire annonça le défi le plus cruel que le monde ait jamais vu. 10 femmes magnifiques se disputaient l'amour, le pouvoir et la fortune. Mais personne ne s'attendait à ce qu'il tombe amoureux de la mendiante. Un seul de ses regards suffit à détruire l'orgueil et à changer la fin. Que pensez-vous qu'il va se passer dans cette histoire? Commentez et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et dites-nous de quelle ville vous nous regardez. Je vous promets que ce sera la meilleure histoire que vous entendrez de votre vie. À Paris, ville aux îlots, contraste saisissant entre gratte-ciel miroir et communautés oubliées, l'annonce surgit comme un éclair dans un ciel serein. Théo Montaigne, le fondateur énigmatique de Tech France et l'un des hommes les plus riches du pays, allait annoncer une expérience sociale diffusée en direct. À 42 ans, propriétaire d'une fortune estimée à des milliards et connu pour sa réclusion quasi pathologique, Théo déclara dans un communiqué officiel qu'il choisirait sa future épouse à travers une émission de télévision. Pas une télé-réalité ordinaire, mais une expérience sociale, où 10 femmes cohabiteraient avec lui pendant 3 mois dans son manoir du domaine de Belle, vue en pleine campagne française. « Je suis fatigué des relations vides basées uniquement sur mon patrimoine », déclara Théo lors d'une rare interview au magazine Le Point. « Je veux trouver quelqu'un qui voit au-delà de l'homme d'affaires, au-delà du compte en banque. Et je veux que la France soit témoin de ce processus. » La nouvelle provoqua une frénésie nationale. Les chaînes se disputaient les droits de diffusion, tandis que célébrités et influenceuses digitales remuaient ciel et terre pour garantir une place parmi les 10 finalistes. Après une concurrence féroce, TV Étoile, 3e plus grande chaîne du pays, acquit les droits de diffusion pour une somme non révélée, mais que les experts estimaient à 9 chiffres. Ce sera le plus grand événement télévisuel de la décennie, annonça Roger Morin, directeur de la programmation de la chaîne, lors d'une conférence de presse. Une expérience sociale inédite qui mêle romance, psychologie et divertissement. Le processus de sélection fut aussi controversé que spectaculaire. Plus de 20 000 femmes s'inscrivirent dans les premières 48 heures. Après 3 mois de triage, d'entretien et de tests psychologiques, 10 finalistes furent choisis, 3 influenceuses digitales, 2 femmes d'affaires, une avocate, une médecin, une mannequin internationale, une chef cuisinière primée et une psychologue. Les Dix de Montaigne, comme la presse les surnomma, représentaient ce que la société française considérait comme l'élite féminine. Des femmes indépendantes, accomplies, éloquentes et inévitablement conformes aux standards conventionnels de beauté. Leurs visages ornaient les magazines, les émissions de télévision et les panneaux publicitaires dans tout le pays des semaines avant la première officielle. La production loua le luxueux hôtel Le Royal Monceau, à Paris, pour la présentation officielle des candidates. L'événement serait diffusé en direct à l'heure de grande écoute avec une couverture spéciale de la presse nationale et internationale. Les plus grands sponsors du pays investirent des fortunes pour associer leurs marques à l'émission, qui était déjà simplement appelée l'élu. Le soir de la présentation, l'avenue des Champs-Élysées fut fermée pour accueillir la foule et les dizaines de véhicules de presse. Un tapis rouge de 200 mètres conduisait les invités jusqu'au salon principal de l'hôtel, où Théo Montaigne, vêtu d'un costume italien sur mesure, attendait assis sur une sorte de trône moderne, spécialement conçu pour l'événement. Les candidates arrivèrent une par une, chaque entrée soigneusement chorégraphiée, pour maximiser l'impact visuel et émotionnel. Patricia Valois, 32 ans, influenceuse avec plus de 15 millions d'abonnés, arriva dans une Rolls-Royce vintage. Louise Mercier, 29 ans, médecin dermatologue et héritière d'un réseau d'hôpitaux, descendit d'hélicoptère sur l'héliport de l'hôtel. Amandine Ferrier, 34 ans, ancienne mannequin internationale et actuelle femme d'affaires dans le secteur des cosmétiques, apparut escortée par 4 danseurs de l'Opéra Garnier. Chaque arrivée était plus spectaculaire que la précédente.
Le public regardait hypnotisé, tandis que les commentateurs disséquaient chaque détail, les robes, les bijoux, les choix musicaux, accompagnant chaque entrée. Théo restait impassible, avec un léger sourire poli qui ne révélait aucune émotion. Lorsque la 9e candidate, Danielle Rivière, chef primé internationalement, fit son entrée triomphale, la production commença les préparatifs pour la grande clôture, la présentation de Florence Tournier, 35 ans, psychologue spécialisée dans les relations et chroniqueuse pour l'un des plus grands magazines féminins du pays. C'est à ce moment-là que l'inattendu se produisit. Une femme mince d'environ 40 ans, aux cheveux châtains ébouriffés et vêtue de vêtements simples et usés, força le barrage de sécurité et entra sur le tapis rouge. Tandis que les agents de sécurité couraient vers elle, elle marcha avec un calme surprenant jusqu'au centre du salon, s'arrêtant à quelques mètres de Théo Montaigne. Le silence fut instantané et absolu. Les caméras programmées pour capturer chaque seconde de l'événement se tournèrent vers l'intruse. Les agents de sécurité hésitèrent, attendant les instructions des producteurs, qui, eux, semblaient paralysés par la surprise. « Je m'appelle Caroline Dubois, » dit la femme d'une voix claire et ferme, regardant directement Théo. « Je vis dans la rue depuis 4 ans. Je ne suis pas venu chercher votre argent ni votre nom. Je suis venu parce que je veux une opportunité d'être vu comme un être humain, pas comme un numéro ou une statistique. » Un murmure parcourut le salon. Plusieurs personnes commencèrent à filmer avec leur téléphone portable. Les producteurs, réagissant enfin, firent signe aux agents de sécurité de la faire sortir. « Comment êtes-vous entré ici ?» demanda Roger Morin, le directeur de la programmation, s'approchant visiblement irrité. « J'ai travaillé comme serveuse lors d'événements ici avant de tout perdre, » répondit Caroline avec simplicité. « Je connais les entrées de service. » Avant que les agents de sécurité ne puissent l'atteindre, Théo Montaigne se leva. Ce fut son premier mouvement depuis le début de l'événement. Tout le monde se tut à nouveau. « Laissez-la rester, » dit-il d'une voix calme, mais qui n'admettait aucune contestation. « C'est absurde, » protesta Amandine Ferrier, l'ancienne mannequin. « Ce n'était pas dans le contrat. »« En effet, » répondit Théo, regardant directement Caroline, « c'est la première chose non répétée de cette soirée. » Roger Morin s'approcha de Théo, parlant à voix basse, mais avec urgence. « Théo, cela va à l'encontre de tout ce que nous avons planifié. Nous avons des contrats, des sponsors, des attentes, et nous avons une opportunité unique, » interrompit Théo. « Si c'est vraiment une expérience sociale comme nous l'avons annoncé, alors je viens de trouver la variable la plus intéressante. » Il se tourna vers les caméras. « Mesdames et messieurs, voici la 11e participante de l'élu, Caroline Dubois. » Les 9 candidates officielles se regardèrent, entre choc et indignation. Patricia Valois, l'influenceuse, laissa échapper un rire dédaigneux. « Ça ne peut être qu'une blague. » Caroline resta immobile, son regard tranquille contrastant avec le chaos autour d'elle. « Pourquoi voulez-vous y participer ?» demanda Théo, s'approchant d'elle. « Je ne veux ni votre argent, ni votre mariage, » répondit Caroline. « Je veux montrer que des gens comme moi existent, que nous sommes plus que ce que nous portons ou où nous dormons. » L'une des productrices tenta d'intervenir. « Théo, nous devons suivre le script. Nous ne pouvons pas simplement. »« C'est mon émission, mon argent et ma vie, » interrompit Théo avec fermeté. « Caroline est la 11e participante. Fin de la discussion. » Les sponsors et les dirigeants de la chaîne se réunirent dans un coin, discutant vivement. Les réseaux sociaux explosaient déjà avec des vidéos du moment, des hashtags, étant créés en temps réel. L'intruse, Caroline Dubois, le lut polémique. « Cela va tout gâcher » murmura Louise Mercier, la médecin, à Danielle Rivière, la chef. « Ou ça va augmenter l'audience » répondit Danielle avec pragmatisme. Tandis que la confusion s'installait, Théo Montaigne resta aux côtés de Caroline, comme pour la protéger du jugement collectif. Pour la première fois de la soirée, son sourire semblait sincère. « Vous venez de bouleverser le jeu, » dit-il à voix basse, pour elle seule. « Je ne suis pas ici pour jouer, » répondit Caroline. « Je suis ici pour exister. » Cet instant,
Tandis que les caméras tentaient de capturer chaque angle de cette scène inhabituelle, quelque chose d'indéfinissable passa entre eux deux. Ce n'était pas de l'attirance physique ou un intérêt romantique, mais une reconnaissance mutuelle, comme si deux personnes portant des masques sociaux différents se voyaient enfin réellement. La première nuit de L'Élu se terminait très différemment de ce qui était prévu. En coulisses, producteurs et dirigeants de la chaîne débattaient furieusement sur la marche à suivre. Sur les réseaux sociaux, le public était divisé entre le soutien à l'audace de Caroline et la condamnation de son geste pour avoir gâché l'événement. Théo Montaigne, quant à lui, annonça qu'il ne changerait pas les plans originaux. Les 11 femmes, les 10 sélectionnées et Caroline, se rendraient à son manoir du domaine de Bellevue le lendemain. L'expérience sociale commencerait officiellement, mais avec une nouvelle variable que personne n'avait prévue. Cette nuit-là, tandis que les autres concurrentes étaient logées dans des suites luxueuses de l'hôtel Le Royal Monceau, Caroline refusa les hébergements spéciaux. « Je dormirai où je dors toujours, » dit-elle, quittant l'hôtel sous des regards curieux et dédaigneux. Seul Théo savait qu'il avait demandé à son équipe de la suivre discrètement, assurant sa sécurité sans violer sa dignité. Le lendemain, les 11 femmes embarqueraient dans des hélicoptères en direction du domaine de Bellevue. La France entière regarderait, et personne, pas même Théo Montaigne, ne pouvait prédire ce qui allait se passer ensuite. Le manoir de Théo Montaigne au domaine de Bellevue était un chef-d'œuvre architectural, 6000 mètres carrés répartis sur 3 étages, avec des murs de verre s'ouvrant sur les jardins et la piscine à débordement. La propriété, évaluée à plus de 100 millions d'euros, avait été transformée pour accueillir la télé-réalité, avec des caméras installées dans toutes les pièces communes et une équipe de plus de 50 personnes travaillant en coulisses. L'arrivée des candidates fut diffusée en direct à l'heure de grande écoute, avec des commentateurs et des spécialistes du comportement analysant chaque détail. Les hélicoptères atterrirent l'un après l'autre sur l'héliport privé, offrant des moments de pur spectacle. Caroline fut la dernière à arriver. Contrairement aux autres, qui débarquèrent en tenues élaborées et maquillage impeccable, elle portait les mêmes vêtements simples de la veille, maintenant complétés par un sac en toile usée, son seul bagage. « Qu'avez-vous apporté dans ce sac ?» demanda Patricia Valois, l'influenceuse, avec un sourire malicieux, tandis que toutes se réunissaient dans le salon principal pour les instructions initiales. « Tout ce dont j'ai besoin, » répondit Caroline tranquillement. Avant que Patricia ne puisse répliquer, Théo entra dans le salon, suivi d'une équipe de production et de Marianne Leclerc, la présentatrice qui animerait l'émission. Grande, élégante et connue pour sa langue acérée, Marianne était le choix parfait pour diriger une émission qui promettait autant de glamour que de conflits. « Bienvenue dans votre nouvelle demeure », annonça Théo. « Pendant les 3 prochains mois, nous vivrons ensemble dans cet espace, participant à des activités qui nous aideront à nous connaître véritablement. » Marianne prit alors la parole, expliquant le format de l'émission. Il y aurait des épreuves hebdomadaires, des défis quotidiens et des sessions avec des psychologues et des thérapeutes. Rien ne serait éliminatoire. Tout resterait jusqu'à la fin, quand Théo ferait son choix. « Les épreuves ne sont pas des compétitions les unes contre les autres, » expliqua Théo. « Ce sont des opportunités pour que je connaisse différentes facettes de chacune d'entre vous. La première épreuve aurait lieu le lendemain, un dîner de bienfaisance pour collecter des fonds pour des institutions de soutien aux enfants en situation de vulnérabilité. Chaque participante devrait présenter un projet social et convaincre les invités, hommes d'affaires et célébrités, de faire des dons. Vous aurez 24 heures pour préparer votre présentation, conclut Marianne. Votre chambre est déjà prête. « Chambre ?» questionna Florence Tournier, la psychologue. « Au singulier ?»« Exactement, » confirma Marianne avec un sourire malicieux. « Toutes partageront le même espace. Cela fait partie de l'expérience sociale. » La nouvelle fut accueillie avec des expressions de mécontentement mal dissimulées.
La chambre, bien que spacieuse et luxueuse, avec 11 lits et une vue imprenable sur le lac artificiel de la propriété, signifiait zéro intimité, exactement ce que les producteurs désiraient. « Et où se trouve votre chambre, Théo » demanda Amandine Ferrier, l'ancienne mannequin, avec un sourire suggestif. « À l'étage » répondit-il poliment, sans céder à l'insinuation. « Vous ne serez invité là que lorsque je souhaiterai parler individuellement avec l'une d'entre vous. » Les heures suivantes furent dédiées à l'adaptation. Les femmes choisirent leur lit, toutes s'éloignant instinctivement de Caroline, qui prit le plus éloigné de la porte et commencèrent à défaire leurs valises. Le contraste était frappant, tandis que la plupart avaient apporté de nombreuses valises de marque, avec des vêtements et accessoires soigneusement sélectionnés. Caroline sortit de son sac en toile seulement quelques pièces basiques, un carnet usé et un petit livre. « Qu'est-ce que c'est » demanda Sophie Lambert, l'avocate, en désignant le livre, plus par curiosité que par provocation. « L'aveuglement de Saramago, répondit Caroline. Cela m'aide à me souvenir que la véritable cécité n'est pas physique. » Sophie hocha la tête, un peu déconcertée par la réponse. La préparation du dîner de bienfaisance commença immédiatement. Chacune s'isola dans un coin du manoir pour planifier sa présentation. Certaines, comme Patricia et Amandine, avaient déjà des projets sociaux liés à leur image publique et n'avaient qu'à adapter des présentations existantes. D'autres, comme Louise, la médecin, et Danielle, la chef, avaient des idées claires basées sur leur domaine d'activité. Caroline, quant à elle, s'assit seule au bord du lac, écrivant dans son carnet. Quelques caméras la suivirent, capturant son image solitaire contre le coucher de soleil, une image qui deviendrait plus tard iconique sur les réseaux sociaux. Pendant ce temps, en coulisses, Roger Morin, le directeur de la chaîne, discutait vivement avec l'équipe de production. « Nous devons nous assurer qu'elle ne vole pas la vedette, » disait-il, faisant référence à Caroline. « Le public veut du glamour, du drame, du romance, pas une leçon de morale. »« Mais les réseaux sociaux l'adorent, » rétorqua l'un des producteurs. « Les hashtags sur Caroline ont déjà dépassé tous les autres. Les gens sont curieux. »« La curiosité ne soutient pas l'audience pendant 3 mois, » répliqua Roger. « Nous avons besoin de conflits, de passions, d'intrigues. » Il fut donc décidé que pendant le dîner de bienfaisance, Caroline serait placée en position de désavantage. Elle serait la dernière à présenter lorsque les invités seraient déjà fatigués et moins enclins à faire des dons. La soirée du dîner arriva, apportant au manoir le gratin de la société parisienne. Hommes d'affaires, politiciens, célébrités, tous impeccablement vêtus et impatients de faire partie de l'événement télévisuel du moment. Les présentations commencèrent. Patricia Valois parla de son projet d'encouragement au sport dans les communautés défavorisées, montrant une vidéo professionnellement produite et émouvante. Amandine Ferrier présenta sa fondation de soutien aux femmes victimes de violences domestiques. Louise Mercier proposa un programme de soins médicaux gratuits dans les régions reculées de France. Chaque présentation était impeccable, captivante et clairement préparée à l'avance. Les invités applaudissaient et faisaient des dons généreux, tandis que Théo observait tout depuis sa place à la table principale, posant occasionnellement des questions pertinentes qui démontraient son intérêt sincère pour les causes. Lorsque vint le tour de Caroline, comme prévu, la plupart des invités avaient déjà fait leurs dons et discutaient distraitement. Vêtue de la seule robe qu'elle avait apportée, simple, mais propre et digne, elle marcha jusqu'au centre du salon. Sans présentation numérique, sans vidéo, sans équipe de soutien, Caroline commença à parler. Sa voix, initialement basse, gagna en fermeté à mesure qu'elle racontait son histoire. « Il y a 6 ans, je dirigeais une organisation qui travaillait avec des jeunes sans-abri à Paris. Nous n'étions pas une grande ONG, nous n'avions pas de sponsors célèbres, mais nous faisions la différence. Nous offrions non seulement un abri et de la nourriture, mais aussi de la dignité et des perspectives. » Le murmure dans le salon diminua. Les gens commencèrent à prêter attention.
Un jour, j'ai découvert que mon associé et mon comptable avaient détourné presque tout notre fonds de réserve. Quand j'ai dénoncé, j'ai été accusé d'en être responsable. J'ai tout perdu. L'organisation que j'avais construite, ma réputation, mes amis. La dépression est venue ensuite, et avec elle, l'impossibilité de reconstruire ma vie. Le silence était maintenant complet. Même les caméras semblaient se mouvoir avec plus de précaution. Je ne suis pas ici pour demander la pitié, ni de l'argent. Ce que je propose n'est pas de créer une nouvelle organisation, mais de revitaliser de petites initiatives qui existent déjà et font un travail de fourmi dans les communautés. Des initiatives qui n'ont pas de marketing, qui n'apparaissent pas dans les galas, mais qui sont en première ligne, confrontées à la réalité crue de nos inégalités. Caroline sortit alors de sa poche quelques feuillets de papier pliés. Voici 10 organisations que je connais personnellement qui font un travail de terrain dans différentes communautés de Paris. Je ne vous demande pas de donner pour moi, mais directement pour elles. Et je ne demande pas seulement de l'argent, mais du temps, votre présence, votre attention. Elle s'arrêta un instant, regardant directement la caméra principale. Parce que la vraie pauvreté n'est pas le manque d'argent, mais le manque de visibilité. Le salon resta silencieux pendant quelques secondes après qu'elle eut fini. Puis lentement, l'un des hommes d'affaires se leva et s'approcha d'elle. « Je veux connaître ces organisations, dit-il, prenant une des feuilles. Toutes. » D'autres suivirent à son exemple. En quelques minutes, toutes les feuilles avaient été distribuées et les invités formaient un cercle autour de Caroline, posant des questions, offrant des cartes, établissant des connexions. De sa place à la table principale, Théo observait la scène avec un intérêt sincère. À ses côtés, Roger Morin semblait partagé entre l'irritation due au tour inattendu des événements et la reconnaissance qu'ils étaient témoins d'un moment télévisuel puissant. « Elle vient d'obtenir plus d'engagement concret que toutes les autres réunies, murmura Théo. « Chance de débutante, rétorqua Roger. Demain, personne ne s'en souviendra. » Mais Roger se trompait. Le lendemain matin, les principaux journaux et portails d'information mettaient en avant la présentation de Caroline. Les réseaux sociaux bouillonnaient de débats sur le privilège, la visibilité sociale et l'efficacité des grands événements caritatifs. Le hashtag Legal Visibilité Réelle devint un sujet tendance nationale. Les autres participantes réagirent de différentes manières à l'attention reçue par Caroline. Certaines, comme Patricia et Amandine, ne cachèrent pas leur irritation. D'autres, comme Sophie, l'avocate, et Florence, la psychologue, montraient une curiosité croissante. Louise Mercier, la médecin, fut la seule à l'aborder directement pendant le petit déjeuner. « Votre présentation était impressionnante, » dit-elle, s'asseyant à côté de Caroline sur la véranda. « Je veux dire, nous avions toutes des projets élaborés, des vidéos, des feuilles de calcul, et vous avez simplement parlé avec votre cœur. Quand on n'a rien à perdre, la vérité devient notre seule ressource, répondit Caroline. L'impact de la première épreuve donna le ton pour les jours suivants. La dynamique entre les participantes commençait à se cristalliser. Un groupe dirigé par Patricia et Amandine, clairement hostile à Caroline. Un autre, plus neutre, qui incluait Louise, Daniel et Sophie, et un troisième groupe qui observait de loin, décidant encore de sa position. Théo, quant à lui, commença les conversations individuelles. Suivant l'ordre alphabétique, Amandine Ferrier fut la première à être appelée dans sa chambre privée. Elle revint 2 heures plus tard, avec un sourire satisfait qui provoqua des spéculations immédiates parmi les autres. Pendant ce temps, en coulisses, une réunion d'urgence fut convoquée. Les taux d'audience de la première semaine avaient dépassé toutes les attentes. Mais la raison n'était pas celle que les producteurs avaient avant prévue. Le public regardait non pas pour le glamour ou le potentiel romantique, mais pour la dynamique sociale inattendue introduite par Caroline. « Nous devons reprendre le contrôle du récit », insistait Roger. « Ce n'était pas censé être un programme sur l'inégalité sociale. » « Mais c'est ce qui fait l'audience, »
argumenta Claude Fournier, la directrice du contenu. Les gens sont engagés, discutent, prennent parti. La décision finale fut d'intensifier les défis romantiques et de réduire le temps d'écran de Caroline, ce qui se révélerait plus difficile qu'il ne l'imaginait. Le lendemain matin, Marianne Leclerc réunit tout le monde dans le salon principal pour annoncer le prochain défi, une séance photo pour un magazine de mode, sur le thème « La femme contemporaine ». Chaque participante devrait créer son propre concept, choisir sa tenue et poser pour un photographe renommé. Les photos seront publiées dans la prochaine édition de Vogue France, annonça Marianne, et les lecteurs voteront pour l'image qui représente le mieux la femme française actuelle. Lorsque les caméras s'éteignirent temporairement pour la préparation du défi, Patricia Valois s'approcha de Caroline avec un faux sourire. « Je crois que vous allez avoir besoin d'aide pour ça, dit-elle, regardant de haut en bas les vêtements simples de Caroline. Heureusement pour vous, j'ai amené un styliste personnel. Je peux vous le prêter pour un prix. Et quel serait ce prix ? Demanda Caroline, soutenant son regard. Juste quelques minutes de votre histoire émouvante, répondit Patricia, le sarcasme évident dans sa voix. Nous sommes toutes curieuses de savoir ce que vous faites vraiment ici. Caroline sourit légèrement. Je vous remercie de l'offre, mais je préfère créer mon propre chemin. À mesure que le jour de la séance photo approchait, l'ambiance dans le manoir devenait de plus en plus tendue. Ce qu'aucune des participantes ne savait, c'est que ce défi apparemment simple déclencherait une série d'événements qui changeraient le cours de l'émission et de leur vie de manière imprévisible. Le jour de la séance photo se leva ensoleillé au domaine de Bellevue. Un studio improvisé avait été installé dans le jardin principal, avec le lac comme décor naturel. Le photographe invité était Richard Dubois, un nom consacré qui avait déjà photographié pour les principaux magazines de mode du monde. Chaque participante avait une heure pour sa séance, avec accès à une équipe complète de maquilleurs, coiffeurs et stylistes. L'ordre fut déterminé par tirage au sort, et Caroline obtint l'heure de midi, le moment de lumière le plus difficile, comme le firent remarquer certaines participantes avec des sourires malicieux. Les premières à poser furent Patricia et Amandine, qui arrivèrent au studio avec plusieurs options de vêtements et d'accessoires de grandes marques. Leurs séances se déroulèrent comme des performances bien répétées, poses étudiées, expressions calculées, concepts clairement inspirés des dernières tendances internationales. La femme contemporaine est globale et digitale, expliqua Patricia aux caméras, tout en posant avec une tablette dans une main et un smartphone dans l'autre, vêtue d'un ensemble futuriste d'une marque italienne. Elle existe simultanément dans le monde réel et le virtuel. Louise Mercier, la médecin, opta pour une approche différente. Vêtue de sa blouse blanche sur une robe simple, elle posa avec des instruments médicaux et des livres. La femme contemporaine est celle qui brise les barrières dans des environnements traditionnellement masculins, dit-elle, qui utilise le savoir pour transformer les réalités. À mesure que la matinée avançait, chaque participante présentait sa vision de la femme contemporaine. Florence, comme la professionnelle qui équilibre carrière et vie personnelle. Daniel, comme la femme qui transforme la tradition en innovation. Sophie, comme la défenseur des causes sociales qui utilise sa voix pour promouvoir le changement. Lorsque midi arriva, l'heure fixée pour Caroline, une petite foule s'était déjà formée pour assister aux séances, équipe de production, les autres participantes et même quelques employés du domaine. Caroline apparut vêtue de la même robe simple qu'elle avait portée lors du dîner de bienfaisance. Elle n'avait pas changé de tenue, n'était pas passée par l'équipe de maquillage, ne portait aucun accessoire. « Vous n'allez pas vous préparer » demanda Richard, le photographe, visiblement confus. « Je suis prête » répondit Caroline avec sérénité. Un murmure parcourut la petite assemblée. Patricia laissa échapper un petit rire dédaigneux. « C'est une séance pour Vogue, ma chère, pas pour une carte d'identité. » Caroline ne répondit pas.
Au lieu de cela, elle marcha jusqu'au bord du lac, dos à la caméra, et resta simplement là, contemplant l'eau. Richard, d'abord déconcerté, commença à la photographier ainsi. Après quelques minutes, il lui demanda de se retourner. « Pouvez-vous parler de votre concept ?» demanda-t-il, ajustant son appareil. « La femme contemporaine est celle qui existe au-delà des filtres et des attentes, » dit Caroline, regardant directement l'objectif, qui n'a pas besoin de validation externe pour affirmer sa valeur. Sa posture naturelle, son regard direct et la simplicité de sa présentation créaient un contraste si frappant avec les séances précédentes que même les plus sceptiques restèrent silencieux. « Incroyable !» murmura Richard après quelques clichés. « Vous avez une présence que beaucoup de mannequins professionnels rêveraient de posséder. » La séance de Caroline dura seulement 20 minutes, bien moins que celle des autres participantes. Quand elle fut terminée, elle remercia l'équipe et commença à s'éloigner. « Attendez !» appela Richard. « Vous ne voulez pas voir les photos ? Je fais confiance à votre regard, » répondit-elle. Tandis que Caroline s'éloignait, Théo Montaigne, qui avait discrètement observé la séance de chaque participante, la suivit. « Votre concept a été le plus honnête de tous, » dit-il, la rejoignant près d'un petit pont sur le lac. Caroline se retourna, surprise par sa présence. « Je n'ai pas eu beaucoup de temps pour planifier, j'ai juste suivi mon instinct. »« C'est exactement ce qui rend votre participation si précieuse, » répondit Théo. « Alors que toutes les autres joueuses des rôles, vous êtes simplement vous-même. »« Cela les dérange, » observa Caroline. « Et vous ? » ?»« Leur gêne ? Non. Ma présence ici est temporaire. Quand tout cela sera terminé, elles retourneront à leur vie privilégiée et moi à ma réalité. La différence est que, peut-être, juste peut-être, certaines personnes commenceront à voir au-delà des apparences ?» Théo l'observa avec un intérêt sincère. « Vous ne craignez pas le jugement public ? Les caméras sont partout. » « Quand on a déjà été jugé et condamné injustement, comme je l'ai été, le regard des autres perd beaucoup de son pouvoir, » répondit Caroline avec un léger sourire. « De plus, je n'ai pas de réseaux sociaux à consulter. » La conversation fut interrompue par Marianne Leclerc, qui s'approchait avec un sourire professionnel. « Théo, nous avons besoin de vous pour la prochaine activité. » Avant de s'éloigner, Théo regarda Caroline une dernière fois. « J'aimerais discuter davantage, officiellement. Ce soir ?» Caroline acquiesça. « Je serai au même endroit demain et après-demain. Je n'ai pas d'autres engagements. » La prochaine activité était une séance de thérapie de groupe menée par une équipe de psychologues renommés. Les participantes furent réunies en cercle dans le jardin d'hiver, Théo observant à distance. Le thème proposé était « Masques sociaux et authenticité », un choix que beaucoup soupçonnèrent d'avoir été influencé par le récit croissant autour de Caroline. « Nous portons tous des masques dans différentes situations sociales », commença la psychologue animatrice. « La question est, jusqu'où ces masques nous protègent-ils ou nous emprisonnent-ils ?» Chaque participante fut invitée à parler de moments où elle avait eu l'impression de jouer un rôle plutôt que d'être authentique. Florence Tournier, la psychologue participante, parla avec éloquence des défis professionnels de maintenir une image publique d'experte, tout en gérant ses propres insécurités. Sophie Lambert, l'avocate, raconta comment elle devait adopter une persona plus agressive devant les tribunaux, contraire à sa nature conciliatrice. Lorsque vint le tour de Caroline, toutes les attentions se tournèrent vers elle. « J'ai vécu des deux côtés, » dit-elle calmement. « Quand je dirigeais mon organisation, je portais des masques sociaux comme tout le monde, celui de la directrice compétente, celui de la leader inspirante, celui de la personne toujours en contrôle. Quand j'ai tout perdu, ces masques ont été arrachés violemment. Dans la rue, vous êtes réduite à votre essence. Il n'y a pas moyen de maintenir les apparences quand on dort sur un trottoir. » Le silence qui suivit était lourd. Certaines participantes semblaient sincèrement touchées, d'autres visiblement mal à l'aise. « Et maintenant ?» demanda la psychologue. « Dans cette émission, avec des caméras qui suivent chaque mouvement, vous sentez-vous authentique ou jouez-vous un rôle ?»
Caroline sourit. Peut-être que la question la plus importante est « Qui ici ne joue pas un rôle ?» La séance se termina avec cette réflexion en suspens. En coulisses, les producteurs se réjouissaient. Les premières données d'audience indiquaient un pic pendant l'intervention de Please Caroline. Elle n'est peut-être pas ce que nous avions prévu, mais elle fournit un contenu de qualité, admit Roger Morin, le directeur de la chaîne, lors d'une réunion d'urgence. Le public est engagé, discute, prend parti, exactement ce que nous voulons. Mais elle vole la vedette au format romantique, argua l'un des producteurs. Les gens sont plus intéressés par son histoire que par le processus de sélection de Théo. Alors, utilisons cela, proposa Claude Fournier, la directrice du contenu. Approfondissons son histoire, mais maintenons toujours l'attention. Théo va-t-il tomber amoureux de quelqu'un d'aussi différent de son monde ? La décision fut prise. À partir de ce moment, le récit principal de l'émission serait le contraste entre Caroline et les autres participantes, avec Théo au centre de cette dichotomie. Le soir, comme promis, Caroline fut appelée dans la chambre privée de Théo. Les autres participantes observèrent son départ avec des expressions allant de la curiosité à l'indignation. « Elle ne s'est même pas préparée », commenta Amandine Ferrier avec dédain. « Elle va rencontrer l'un des hommes les plus riches du pays, vêtu de ça. » La chambre de Théo occupait toute l'aile est du dernier étage. Plus qu'une chambre, c'était une suite complète avec bureau, salon et une véranda offrant une vue panoramique sur la propriété. Caroline fut conduite jusqu'à la véranda où Théo l'attendait assis dans un fauteuil vêtu d'un jean et d'un simple t-shirt. Un look très différent des costumes impeccables qu'il portait lors des événements officiels de l'émission. « Merci d'être venu, dit-il, lui indiquant le fauteuil en face du sien. Je sais que ces conversations formelles ne sont pas votre activité préférée. »« Ça dépend du sujet, » répondit-elle, s'asseyant. Théo l'observa un instant avant de parler. « Vous m'intriguez, Caroline. Toutes les autres sont ici pour des raisons évidentes. Célébrité, argent, statut, peut-être même la possibilité réelle d'une relation. Mais vous dites que vous ne voulez rien de tout cela. Et c'est difficile à croire, hein ? C'est difficile à comprendre, corrigea-t-il. Qu'espérez-vous gagner avec tout cela ? Caroline regarda la vue de la véranda avant de répondre. La visibilité. Pas pour moi, mais pour la réalité que je représente. Pour les gens qui, comme moi, sont devenus invisibles. Vous auriez pu chercher cette visibilité par d'autres moyens. Pourquoi une télé-réalité ? Parce que c'est ici que le contraste est parfait, expliqua Caroline. La différence entre votre monde et le mien ne serait jamais aussi évidente dans un autre contexte. Théo se pencha en avant, visiblement intéressé. « Et que pensez-vous de mon monde ?»« Limité, » répondit Caroline directement. « Vous vivez dans des bulles de privilèges si hermétiquement fermées que vous ne réalisez même pas à quel point vous êtes déconnecté de la réalité de la majorité des gens. » Au lieu de s'offenser, Théo sourit. « Je savais que vous seriez la seule à me dire la vérité sans filtre. » La conversation se poursuivit pendant des heures. Théo raconta son enfance privilégiée, la pression pour reprendre les affaires familiales, sa décision de suivre sa propre voie dans le monde de la technologie. Caroline parla de la façon dont elle en était venue à travailler avec des personnes en situation de vulnérabilité, des défis de mobiliser des ressources pour des causes sociales, de la douleur de voir son travail détruit par la cupidité et la trahison. « Vous n'avez jamais pensé à recommencer ?» demanda Théo. « Tous les jours, » admit Caroline, « mais quand on perd tout, réputation, contact, crédibilité, les portes se ferment. Et la dépression qui est venue ensuite, eh bien, elle a des moyens de vous convaincre que vous ne méritez pas une deuxième chance. Et maintenant, cela pourrait être votre deuxième chance. » Caroline l'étudia un instant. « Vous suggérez que j'utilise cette émission comme plateforme pour reconstruire ma vie ? Je suggère que vous méritez peut-être plus que vous. Ne le pensez. » Lorsque la conversation prit fin, il était déjà plus de minuit. Les caméras qui avaient capturé chaque mot, chaque geste, chaque regard, continuèrent de filmer, tandis que Théo accompagnait Caroline jusqu'à la porte. « Merci pour la conversation, dit-elle. Merci pour l'honnêteté,
répondit-il. Le lendemain, des extraits de la conversation entre Caroline et Théo furent diffusés dans l'émission en direct. L'audience explosa. Sur les réseaux sociaux, le hashtag #SearchTeamCaroline devint un sujet de tendance nationale, avec des milliers de personnes exprimant leur soutien à la candidate improbable. Cependant, toutes les réactions ne furent pas positives. Des blogs de potins commencèrent à remettre en question le passé de Caroline. Son histoire était-elle vraie? Avait-elle vraiment dirigé une organisation sociale? Pourquoi n'y avait-il pas de registre facilement accessible? Dans le manoir, l'ambiance changeait également. Le groupe dirigé par Patricia et Amandine intensifia son hostilité, maintenant que Caroline captait clairement l'attention non seulement du public, mais aussi de Théo. « Elle manipule tout le monde », déclara Patricia lors d'une conversation dans la chambre, soigneusement positionnée pour être captée par les microphones. Cette histoire de femme des rues au cœur pure est évidemment une stratégie. Nous devons révéler qui elle est vraiment, acquiesça Amandine. D'autres participantes, comme Louise et Sophie, commencèrent à se rapprocher de Caroline, intriguées par son histoire et sa perspective unique. Pendant les repas, deux groupes se formaient clairement, avec quelques-unes flottant entre eux. La prochaine activité fut annoncée. Un bal de gala de bienfaisance, avec la présence de célébrités et d'hommes d'affaires, diffusé en direct dans tout le pays. Chaque participante aurait l'opportunité de danser avec Théo et d'interagir avec les invités. « Ça va être intéressant », commenta Florence Tournier, observant la réaction de Caroline à l'annonce. « Avez-vous déjà participé à de tels événements, Caroline ?»« Oui, mais généralement en servant les boissons, pas en tant qu'invité, » répondit Caroline avec un sourire ironique. Le jour du bal, le manoir se transforma. Décorateurs, fleuristes et techniciens travaillèrent toute la journée pour convertir le salon principal en un espace digne des plus élégantes fêtes européennes. Les participantes passèrent des heures à se préparer avec des stylistes, maquilleurs et coiffeurs professionnels. Caroline, comme toujours, opta pour la simplicité. Elle accepta l'aide d'une maquilleuse, qui appliqua un maquillage léger, et d'une coiffeuse qui arrangea ses cheveux en un chignon simple. Pour la tenue, elle refusa les robes de marque offertes par la production et choisit une robe bleu marine prêtée par Louise, élégante mais discrète. Quand le bal commença, les caméras captaient chaque mouvement, chaque interaction. Les participantes circulaient dans le salon, conversant avec les invités, affichant des sourires répétés et des poses étudiées pour les photographies officielles. Caroline se tenait plus réservée, observant la scène depuis un coin du salon. C'est là que Théo la trouva, vêtue d'un smoking traditionnel qui contrastait avec sa posture détendue. « Vous ne vous joignez pas à la fête ?» demanda-t-il, lui offrant une coupe de champagne. « J'observe, » répondit Caroline, acceptant la boisson. « Il y a beaucoup à apprendre juste en regardant. » « Comme quoi ? Comme les gens changent de comportement selon la personne à qui ils parlent, comme le pouvoir et le statut façonnent les interactions, comme certains sourires n'atteignent jamais les yeux. » Théo sourit. « Vous observez toujours les gens de cette manière ? Quand on vit dans la rue, observer devient un outil de survie, » expliqua Caroline. « On apprend à lire les gens rapidement, qui représente un danger, qui peut offrir de l'aide, qui fera semblant que vous êtes invisible. » À ce moment-là, l'orchestre commença à jouer une valse. Théo tendit la main à Caroline. « Voulez-vous danser avec moi ?» Caroline hésita. « Je ne sais pas danser la valse. »« Je vous guiderai. » Sous les regards de tous les présents, certains curieux, d'autres clairement désapprobateurs, Théo conduisit Caroline jusqu'au centre de la piste de danse. Avec patience et délicatesse, il la guida à travers les pas de base de la valse, maintenant une conversation légère pour l'aider à se détendre. « Tout le monde nous regarde, » murmura Caroline, mal à l'aise sous tant de regards. « Laissez-les regarder, » répondit Théo. « Parfois, être vu est le premier pas pour être compris. » Cette danse, diffusée en direct à des millions de Français, devint instantanément
l'un des moments les plus commentés de l'émission. L'image du milliardaire dansant avec la femme des rues, tous deux souriant avec une connexion apparemment sincère, provoqua des réactions intenses dans tout le pays. Ce que personne ne savait, pas même Caroline, c'est qu'en coulisses, une tempête se préparait. Amandine Ferrier, déterminée à démasquer sa rivale, avait engagé un détective privé pour fouiller le passé de Caroline. Et ce qu'il avait trouvé était sur le point de tout changer. Le matin suivant, le bal se leva avec une ambiance lourde dans le manoir. Le petit déjeuner, normalement un moment de conversation animée et de spéculation sur les activités du jour, se déroula dans un silence étrange, interrompu seulement par des commentaires superficiels sur l'événement de la veille. Caroline remarqua les regards, les chuchotements, la façon dont certaines participantes détournaient rapidement les yeux lorsqu'elles s'approchaient. Quelque chose avait changé. Alors qu'elle prenait son café sur la véranda, elle fut abordée par Louise Mercier, la médecin qui était progressivement devenue son alliée. « Vous devez savoir quelque chose », dit Louise à voix basse, s'asseyant à côté d'elle. « Amandine a engagé quelqu'un pour enquêter sur votre passé. Elle montrait des photos et des documents à certaines personnes hier soir, après votre départ. » Caroline resta calme, mais son regard trahit son inquiétude. « Quel genre de photos ?»« Je ne sais pas exactement. J'ai seulement entendu des fragments de conversation. Quelque chose à propos de la vraie Caroline. » Louise hésita. « Avez-vous quelque chose à cacher ?»« Nous en avons tous, » répondit Caroline après un moment. « La différence, c'est que certaines personnes ont les moyens de mieux cacher leurs secrets. » Avant qu'elle ne puisse poursuivre la conversation, Marianne Leclerc entra dans la salle à manger, suivie d'une petite équipe de production. Son visage sérieux contrastait avec son sourire professionnel habituel. « Bonjour à toutes, » annonça-t-elle. « Il y a eu un changement dans le programme d'aujourd'hui. Théo a demandé une journée pour régler des affaires personnelles urgentes. Il ne participera donc pas aux activités. » Un murmure de déception parcourut le groupe. « À la place, » continua Marianne, « nous aurons une activité spéciale, une séance de thérapie individuelle avec la docteure Hélène Pradier, psychologue spécialisée dans les traumatismes et la reconstruction identitaire. » L'annonce fut accueillie avec des réactions mitigées. Certaines participantes semblaient sincèrement intéressées, d'autres visiblement mal à l'aise à l'idée d'exposer leur vulnérabilité devant les caméras. « Caroline, » appela Marianne, « vous serez la première. La docteure Hélène vous attend dans la salle de musique dans 15 minutes. » Lorsque Marianne et son équipe se retirèrent, Amandine Ferrier s'approcha de Caroline avec un sourire malicieux. « Je crois que vous avez beaucoup à discuter avec la doctoresse, » dit-elle, assez bas pour que seule Caroline puisse l'entendre. « Peut-être sur la façon dont votre organisation sociale a été fermée non pas par trahison, mais par fraude fiscale, ou sur la façon dont vous n'avez jamais réellement vécu dans la rue, mais avez seulement fait semblant pour créer une persona médiatique. » Caroline soutint son regard sans montrer d'émotion. « Vous ne savez rien de moi, ni de mon histoire. »« J'en sais assez, » rétorqua Amandine, « et bientôt tout le monde le saura. » Caroline se dirigea vers la salle de musique, l'esprit en ébullition. Elle ne craignait pas la vérité. Elle avait été sincère sur son passé. Mais elle savait comment les demi-vérités et les insinuations pouvaient déformer la réalité, surtout lorsqu'elles étaient manipulées par quelqu'un ayant les ressources et la motivation pour la détruire. La docteure Hélène Pradier, une femme d'âge moyen, au regard compatissant et à la posture professionnelle, attendait assise dans un fauteuil près du piano à queue qui dominait la pièce. Des caméras avaient été discrètement positionnées pour capturer la séance sous plusieurs angles. « Bonjour Caroline », salua la psychologue avec un sourire doux. « N'hésitez pas à vous asseoir où vous préférez. » Caroline choisit une simple chaise en bois plutôt que le fauteuil confortable disponible, un détail qui ne passa pas inaperçu pour la thérapeute. Avant de commencer, je voudrais préciser que bien que cette séance soit filmée, notre objectif ici est thérapeutique, pas seulement télévisuel, expliqua la docteure Hélène. Vous sentez-vous à l'aise de continuer dans ces conditions ? Caroline acquiesça. Je n'ai rien à cacher.
Très bien. J'aimerais commencer par parler de ce que vous ressentez en participant à cette émission. C'est une situation inhabituelle pour quiconque, mais surtout compte tenu de votre histoire. Caroline réfléchit avant de répondre. C'est comme vivre dans deux mondes simultanément. Un monde d'abondance et de privilèges, où des préoccupations comme quelle tenue porter ou quelle stratégie adopter pour impressionner un homme sont traitées avec la gravité de décisions de vie ou de mort. Et un autre monde, le vrai, du moins pour moi, où les gens luttent quotidiennement pour des besoins fondamentaux, invisibles pour la plupart de ceux qui sont ici. La conversation s'orienta naturellement vers le passé de Caroline. Avec calme et sans dramatisation, elle raconta comment elle avait fondé le projet Renaissance à 28 ans, après avoir travaillé comme assistante sociale dans des foyers publics et constaté l'inefficacité du système. Nous avons commencé modestement, avec un espace loué dans l'est de Paris. Nous offrions non seulement un abri temporaire aux jeunes sans-abri, mais un programme structuré de réinsertion, éducation de base, formation professionnelle, suivi psychologique, assistance juridique pour l'obtention de documents. « Et comment vous financiez-vous » demanda la thérapeute. « Initialement avec mon héritage, une petite somme que j'ai reçue au décès de mes parents. Ensuite, avec des dons de petits entrepreneurs locaux, quelques appels d'offres publics, des événements caritatifs communautaires. » À mesure que Caroline racontait son histoire, sa voix gagnait en force et en conviction. Elle parla des premières années de succès du projet, des jeunes qu'ils avaient réussi à réintégrer dans la société, des partenariats établis avec des entreprises pour des programmes de premier emploi. En 2019, nous étions à notre apogée. Nous accueillions une centaine de jeunes simultanément. Nous avions une équipe de 30 professionnels, de nombreux bénévoles. C'est alors que Richard Duval nous a rejoints en tant que directeur financier. Son expression changea subtilement en mentionnant le nom. Richard était charismatique, éloquent, semblait sincèrement engagé dans la cause. Il a apporté de nouvelles idées, de nouveaux contacts, a ouvert des portes à des financements plus importants. En quelques mois, il est devenu indispensable. Caroline raconta ensuite comment, après un an de collaboration, elle avait découvert des irrégularités dans les comptes de l'organisation. De grandes sommes avaient été détournées, des documents falsifiés, des rapports financiers manipulés. Quand j'ai confronté Richard, il avait déjà préparé le terrain. Il a présenté aux membres du Conseil des preuves que j'avais autorisé les détournements, que j'utilisais l'organisation comme façade pour m'enrichir personnellement. La voix de Caroline trembla légèrement pour la première fois depuis le début de son récit. Le conseil, composé majoritairement de personnes qui connaissaient Richard depuis plus longtemps que moi, l'a cru. J'ai été écarté de l'organisation que j'avais créée. Un mois plus tard, un audit externe a été demandé par les bailleurs de fonds. Quand la fraude a éclaté, Richard avait déjà disparu avec une grande partie de l'argent. Mais le mal était fait. La réputation du projet était détruite, les bailleurs de fonds ont retiré leur soutien, les employés ont cherché d'autres emplois. « Et vous avez été formellement accusé » demanda la docteure Hélène. « Non. L'enquête officielle a finalement prouvé mon innocence. Mais cela a pris presque 2 ans, pendant lesquels mon nom a été associé à la fraude dans tous les cercles sociaux et professionnels que je fréquentais. Personne ne voulait embaucher la directrice qui a laissé une ONG faire faillite. Mes contacts se sont éloignés, mes amis ont disparu. » Caroline raconta ensuite comment la dépression l'avait progressivement consumée. Sans travail, elle dépensa ses dernières économies pour le loyer et les besoins de base. Quand l'argent fut épuisé, elle perdit son appartement. Les premières nuits dans la rue furent la fureur les plus difficiles, pas tant à cause de l'inconfort physique, mais à cause du sentiment d'invisibilité. C'est surréaliste de voir comment les gens vous regardent à travers, comme si vous n'existiez pas. Et vous n'avez jamais cherché d'aide professionnelle, famille, amis, services sociaux? De l'orgueil peut-être, admit Caroline, ou de la honte. Comment quelqu'un qui a dédié sa vie à aider des personnes en situation de vulnérabilité
Pourrait-il admettre qu'il est devenu l'une d'elles? La séance se poursuivit pendant près de 2 heures. Caroline parla de son adaptation à la vie dans la rue, des petits boulots occasionnels qu'elle trouvait pour acheter de la nourriture, des bibliothèques publiques où elle passait des heures à lire pour maintenir sa santé mentale, des abris qu'elle évitait, car elle en connaissait les limites. À la fin, la docteure Hélène posa une question qui prit Caroline par surprise. Si vous pouviez remonter le temps, feriez-vous tout à nouveau? Fonderiez-vous le projet? Feriez-vous confiance à Richard? Affronteriez-vous toutes ces pertes? Caroline réfléchit longuement. Oui, répondit-elle finalement, parce que, malgré tout ce que j'ai perdu, le projet a aidé des centaines de jeunes pendant son existence. Et parce que tout perdre m'a appris que notre humanité ne réside pas dans ce que nous possédons, mais dans ce que nous sommes capables de donner. Lorsque la séance se termina, Caroline se sentit étrangement légère, comme si un poids avait été retiré de ses épaules. Il n'y avait plus de secrets à révéler, aucune ombre qui puisse être utilisée contre elle. En sortant de la salle de musique, elle trouva le manoir étrangement vide. La plupart des participantes s'étaient retirées dans leur chambre ou dispersées dans la propriété. Seule Louise attendait dans le couloir, avec une expression inquiète. « Vous allez bien » demanda-t-elle, s'approchant. « Mieux que je ne l'espérais » répondit Caroline avec un petit sourire. « Amandine a passé toute la matinée au téléphone » informa Louise à voix basse. « J'ai entendu des fragments de conversation, quelque chose à propos de « divulguer dans la presse demain matin ». Caroline acquiesça, gardant son calme. « Merci de m'avoir prévenu. » Au lieu de retourner dans la chambre partagée, Caroline se dirigea vers les jardins. Elle avait besoin d'air, d'espace, de temps pour digérer ce qui allait arriver. Elle marcha jusqu'au lac et s'assit sur le petit pont où elle avait discuté avec Théo quelques jours auparavant. L'après-midi s'écoula lentement. Le soleil commençait à se coucher quand Caroline réalisa qu'elle n'avait vu aucun membre de la production depuis des heures. Ce qui était inhabituel car les caméras la suivaient normalement partout. Le sentiment que quelque chose d'étrange se passait s'intensifia. Décidant de retourner au manoir, Caroline se leva et se retourna, seulement pour trouver Théo Montaigne debout, à quelques mètres, l'observant. « Depuis combien de temps êtes-vous là » demanda-t-elle surprise. « Quelques minutes, » répondit-il s'approchant. « Je n'ai pas voulu interrompre vos pensées. »« Je pensais que vous régliez des affaires personnelles urgentes, » commenta Caroline, répétant les mots de Marianne, et c'était le cas. Théo s'assit sur le parapet du pont, lui indiquant la place à ses côtés. « J'ai assisté à votre séance avec la docteure Hélène. » Caroline le regarda avec surprise. « Vous avez assisté ?»« Oui. J'ai demandé à la production de me la transmettre en temps réel. » Il hésita. « J'espère que cela ne vous dérange pas. »« Pourquoi feriez-vous cela ?» Parce que Amandine Ferrier m'a contacté hier soir avec des révélations choquantes sur votre passé, comme elle l'a dit. Je voulais vérifier les faits avant de tirer des conclusions. Caroline sentit une vague d'appréhension. « Et qu'est-ce qu'elle vous a montré ?» De vieux articles de presse sur la fermeture du projet Renaissance, un rapport préliminaire qui suggérait votre participation à la fraude. Des photos de vous lors d'événements sociaux avant que tout cela n'arrive, comme si cela prouvait d'une manière ou d'une autre que vous mentez sur qui vous êtes. Et vous l'avez cru ? Théo la regarda directement. J'ai cru qu'il y avait plus à l'histoire que ce qu'elle me montrait. C'est pourquoi j'ai demandé le changement de programme d'aujourd'hui et la séance avec la docteure Hélène. Je voulais vous donner l'opportunité de raconter votre version sans pression ni accusation. Caroline détourna le regard vers le lac, où le coucher de soleil se reflétait dans des tons orangés. Qu'est-ce qu'Amandine compte faire de ces informations ? Elle a réussi à contacter une chroniqueuse mondaine influente. Elle prévoit de tout divulguer demain, probablement avec un récit qui lui sera favorable. Et comment cela affectera-t-il l'émission ? Pour être franc, je ne me soucie pas de l'émission en ce moment, répondit Théo, avec une franchise qui surprit Caroline. Je suis plus préoccupé par vous, par l'impact que cette exposition aura. Caroline rit doucement, sans humour.
Je suppose que, quand on a déjà tout perdu, l'idée d'une exposition publique perd une partie de son pouvoir terrifiant. Malgré tout, vous ne méritez pas de traverser cela. Je peux intervenir, empêcher la publication? Non, interrompit Caroline fermement. Je ne veux pas de traitement spécial. Si cela est rendu public, j'affronterai les conséquences. Théo l'observa avec une admiration qu'il ne tenta pas de cacher. Vous êtes la personne la plus authentique que j'ai jamais rencontrée. Cette nuit-là, Caroline ne parvint pas à dormir. Assise sur la véranda du manoir, tandis que les autres participantes dormaient, elle revoyait mentalement chaque moment des 6 dernières années, l'ascension et la chute du projet Renaissance, les mois de dépression, l'adaptation à la vie dans la rue, la décision impulsive d'interrompre l'événement de lancement de l'émission, les semaines passées dans le manoir. Lorsque le soleil commença à se lever, Caroline prit une décision. Elle écrivit une brève lettre, la laissa sur son lit fait, prit son sac en toile et quitta silencieusement le manoir. Personne ne la vit partir. Pour le tschüss. Disparition de Caroline fut découverte 2 heures plus tard, lorsque les participantes commencèrent à se réveiller. La lettre sur son lit était adressée à Théo. « Je vous remercie de l'opportunité qui m'a été donnée. Quoi qu'il arrive à partir de maintenant, sachez que ces semaines m'ont montré qu'il y a encore de l'humanité dans des endroits inattendus. J'ai besoin de temps pour respirer et réfléchir. Ne me cherchez pas, je trouverai mon propre chemin, comme je l'ai toujours fait. » La nouvelle de la disparition se répandit rapidement. La production paniqua. Des équipes de recherche furent organisées pour fouiller la propriété et ses environs. Roger Morin, le directeur de la chaîne, convoqua une réunion d'urgence avec Théo. « C'est un désastre !» s'exclama Roger, arpentant son bureau improvisé. « Nous devons la retrouver immédiatement. »« Elle ne veut pas être retrouvée, » répondit Théo calmement, « et nous devons respecter cela. »« Respecter ? Nous avons des contrats, des plannings, des sponsors. Le public est investi dans son histoire. Votre histoire, avec elle. Nous ne pouvons pas simplement. »« En fait, nous le pouvons, » interrompit Théo. « Nous ferons une déclaration. Caroline a dû s'absenter pour des raisons personnelles. L'émission continue avec les 10 participantes originales. Et si la presse découvre qu'elle s'est enfuie, si les révélations qu'Amandine prévoit de divulguer sont liées à sa disparition? » Théo réfléchit un instant. « Alors nous serons honnêtes. Nous dirons qu'elle a choisi de s'éloigner pour digérer ce qui se passe. Nous montrerons sa dignité, pas sa fuite. » Pendant ce temps, sur les réseaux sociaux, l'absence de Caroline dans les directs du matin provoquait déjà des spéculations. Des hashtags comme #WestCaroline et Reviens Caroline gagnèrent rapidement en popularité. Amandine Ferrier, voyant son opportunité d'élimination de sa rivale s'effondrer, tenta de contacter la chroniqueuse pour accélérer la divulgation des révélations. À sa surprise, la chroniqueuse l'informa qu'elle ne publierait pas l'article. Quelqu'un de plus influent avait demandé que l'histoire soit classée. Ce quelqu'un était Théo Montaigne. Les activités de l'émission se poursuivirent dans une ambiance étrange les jours suivants. L'absence de Caroline était comme un fantôme planant sur le manoir. Certaines participantes, comme Louise et Sophie, montraient une réelle inquiétude. D'autres, comme Patricia et Amandine, cachaient mal leur soulagement. Théo, quant à lui, se montrait distant et pensif. Il participait aux activités prévues, mais sans le même engagement qu'avant. Ses conversations individuelles avec les participantes devinrent plus courtes, plus formelles. Le 4e jour après la disparition, lors d'une épreuve de cuisine, Marianne Leclerc fut appelée en urgence par un producteur. Quelques minutes plus tard, elle revint avec un sourire qu'elle ne parvenait pas à dissimuler. « Mesdames, » annonça-t-elle, « j'ai une nouvelle. Caroline Dubois a été localisée. » Un murmure parcourut le groupe. « Où est-elle » demanda Louise immédiatement. « Est-elle en sécurité » enchaîna Sophie. « Elle va bien » assura Marianne, et elle a demandé à revenir dans l'émission. Théo, qui observait la scène depuis un coin de la cuisine, ne put cacher sa surprise et son soulagement. « Oh, quand revient-elle » demanda-t-il s'approchant.
Demain matin, répondit Marianne. Et il y a autre chose. Elle a demandé à faire une déclaration publique dès son retour, en direct. Cette nuit-là, la tension dans le manoir était palpable. Les participantes spéculaient sur les raisons du départ et du retour de Caroline. Des théories circulaient. Elle avait été pressurisée par les producteurs pour créer du drame télévisuel. Elle avait découvert des informations compromettantes sur d'autres participantes. Elle avait fait tout cela pour garantir plus de visibilité. La vérité, comme toujours, était à la fois plus simple et plus complexe. Caroline avait passé les 4 derniers jours dans la communauté voisine du domaine de Bellevue, hébergée chez une famille qui l'avait accueillie sans poser de questions. Là, loin des caméras et de l'environnement artificiel du manoir, elle avait trouvé l'espace pour réfléchir à son parcours et décider de ses prochaines étapes. Le lendemain matin, lorsque l'hélicoptère de Majid, la production atterrit sur l'héliport du manoir, toutes les participantes et l'équipe attendaient à l'entrée principale. Théo était positionné en avant, visiblement anxieux. Caroline descendit de l'hélicoptère d'un pas ferme. Elle portait les mêmes vêtements simples que d'habitude, mais il y avait quelque chose de différent en elle, une détermination renouvelée, une clarté de but presque palpable. En la voyant s'approcher, Théo ne retint pas un sourire sincère. « Bienvenue de retour, dit-il. Caroline lui rendit son sourire. « Merci d'avoir respecté mon choix. »« Je respecterai toujours vos choix, répondit-il à voix basse, même quand je ne les comprendrai pas entièrement. » Les regards qu'ils échangèrent à ce moment-là en disaient plus que n'importe quel mot. Quelque chose avait changé entre eux pendant la séparation, une reconnaissance mutuelle qui transcendait le contexte de l'émission. « Je suis prête pour ma déclaration en direct, » annonça Caroline, se tournant vers Marianne et l'équipe de production. « Ah, si c'est encore possible !»« Tout est préparé, » confirma Marianne. « Dans 1 heure, nous serons à l'antenne. » Tandis qu'elle était conduite pour les préparatifs, Caroline remarqua les regards des autres participantes, certains chaleureux, d'autres craintifs, d'autres clairement hostiles. Amandine Ferrier l'observait de loin, son regard révélant frustration et confusion. La scène était prête pour la déclaration qui allait changer non seulement le cours de l'émission, mais la vie de toutes les personnes impliquées d'une manière que personne ne pouvait prévoir. Le salon principal du manoir avait été transformé en un studio de télévision improvisé. Des lumières puissantes, des caméras stratégiquement positionnées, une petite audience composée de l'équipe de production et des autres participantes. Au centre, 2 élégants canapés, l'un pour Marianne Leclerc, la présentatrice, l'autre pour Caroline. En coulisses, producteurs et dirigeants de TV Étoile discutaient vivement. Personne ne savait exactement ce que Caroline comptait dire, et cela les rendait nerveux. Les tentatives d'obtenir des informations d'elle ou de suggérer un script furent poliment, mais fermement refusées. Si elle dit quelque chose qui nuit à l'image de l'émission ou des sponsors, nous coupons le signal, instruisit Roger Morin au directeur technique. Nous avons un délai de 30 secondes justement pour ces situations. À 10 heures du matin, heure de grande écoute pour une émission matinale dominicale, les caméras commencèrent à diffuser en direct dans tout le pays. Marianne, Leclerc, professionnelle comme toujours, introduisit le segment avec son charisme habituel. « Bonjour, la France. Nous sommes ici, en direct, du domaine de Bellevue, pour un moment très spécial de l'élu. Comme beaucoup d'entre vous l'ont remarqué, Caroline Dubois, notre participante la plus controversée, a été absente ces derniers jours. Aujourd'hui, elle revient et souhaite faire une déclaration publique. Caroline, la France est impatiente d'entendre ce que vous avez à dire. » Caroline s'assit, droite sur le canapé, les mains tranquillement posées sur ses genoux. Elle portait un simple jean et un chemisier blanc, un look remarquablement sobre comparé à la tenue élaborée de Marianne. Ses yeux, cependant, transmettaient une intensité qui captait l'attention. « Merci Marianne », commença-t-elle d'une voix calme et claire. « Et merci à tous ceux qui m'ont accompagné dans cette aventure inattendue. Ces 4 derniers jours,
je me suis retiré pour réfléchir à mon objectif ici et aux récentes tentatives d'exposer des fragments de mon passé afin de me discréditer. Les caméras capturèrent l'expression d'Amandine Ferrier, qui se tortillait inconfortablement sur son siège. Je ne suis pas venu pour réfuter des accusations ou me défendre. La vérité sur mon histoire, le travail que j'ai accompli, les erreurs que j'ai commises, les pertes que j'ai subies, reste la même, quelle que soit la façon dont quelqu'un tente de la déformer. Ce qui a changé, c'est ma compréhension de la raison pour laquelle je suis ici. Caroline fit une brève pause, son regard parcourant les autres participantes, avant de se tourner directement vers la caméra principale. Quand je suis entré dans cette émission, j'ai dit que je voulais juste être vu comme un être humain, pas comme une statistique. Mais j'ai réalisé que ma motivation était plus complexe. Une partie de moi cherchait la validation, la reconnaissance, peut-être même la vengeance contre un système qui m'a rejeté quand j'avais le plus besoin de soutien. Une autre partie cherchait la rédemption, prouver à moi-même et aux autres que ma valeur n'avait pas été détruite avec ma carrière et ma situation financière. Sa voix gagnait en force à mesure qu'elle poursuivait. Pendant les jours que j'ai passés à l'écart, hébergé chez une famille humble de la communauté voisine, j'ai compris quelque chose de fondamental. Nous n'avons pas besoin d'une scène, de caméra ou de l'approbation de personnes puissantes pour avoir de la valeur. Notre humanité existe indépendamment d'être vue ou reconnue. Le silence dans le studio était absolu. Même les membres les plus sceptiques de la production semblaient absorbés par ces paroles. J'ai décidé de revenir non pas pour chercher une deuxième chance ou une fin heureuse de conte de fées, mais pour achever ce que j'ai commencé, et plus important encore, pour proposer quelque chose à Théo Montaigne et à la production de cette émission. À ce moment-là, Caroline regarda directement Théo, qui assistait à la diffusion debout, près des caméras. Théo, ces derniers mois, vous avez dépensé des millions d'euros pour créer ce spectacle qui, en son essence, a transformé les sentiments humains en divertissement. Je ne suis pas ici pour juger. Nous sommes tous, de différentes manières, complices de ce système qui valorise le spectacle au-dessus de la substance. Ce que je propose est une réflexion. Et si nous utilisions toute cette portée, toute cette attention pour quelque chose de véritablement transformateur? Marianne Leclerc, réalisant qu'elle avait complètement perdu le contrôle de l'interview, tenta d'intervenir. « Caroline, c'est fascinant, mais peut-être pourrions-nous revenir à votre absence et… » « Ma proposition est simple, » continua Caroline, ignorant gentiment l'interruption, « transformer l'élu en une plateforme pour la visibilité de projets sociaux réels. Chacune des 10 participantes originales a déjà montré qu'elle défend des causes. Au lieu de nous faire concourir pour un mariage, nous pourrions unir nos forces pour amplifier ces causes. » En coulisses, Roger Morin gesticulait furieusement, envisageant de couper la transmission. Mais quelque chose l'arrêta, peut-être l'expression de Théo Montaigne, qui observait Caroline avec une admiration croissante, ou peut-être les premières données d'engagement sur les réseaux sociaux, qui montraient une explosion de réactions positives à la diffusion. Je ne suggère pas d'abandonner le format romantique qui attire l'audience, précisa Caroline, démontrant une compréhension surprenante de la logique télévisuelle. Je propose de l'élever à quelque chose de plus significatif, une émission où l'amour ne serait pas seulement entre 2 personnes, mais s'étendrait à la communauté, aux causes sociales, aux personnes qui restent normalement invisibles pour les caméras. Marianne, professionnelle expérimentée, reconnut le moment pour impliquer Théo dans la conversation. « Théo, souhaiteriez-vous commenter la proposition de Caroline ?» Toutes les attentions se tournèrent vers le milliardaire qui marcha lentement jusqu'au centre du studio improvisé. Pendant un instant, il se contenta de regarder Caroline comme s'il la voyait pour la première fois. « Quand j'ai conçu cette émission, commença-t-il, je cherchais quelque chose que je ne savais pas nommer. Je l'ai appelé « expérience sociale ». Mais peut-être cherchais-je simplement l'authenticité dans un monde où tout semble calculé et performatif. Il fit une pause.
Caroline a apporté plus d'authenticité que je n'aurais jamais espéré en trouver. Un murmure parcourut la petite assemblée. « Votre proposition est audacieuse », continua Théo. « Révolutionnaire, en fait, et absolument alignée avec ce que j'ai découvert qui compte vraiment pour moi. » Roger Morin s'approcha, visiblement nerveux. « Théo, nous devons en discuter hors ligne avant toute décision. » « En fait, interrompit Théo avec une douce fermeté, la décision est déjà prise. » Il se tourna vers Caroline. « J'accepte votre proposition. À partir d'aujourd'hui, l'élu se transforme. Nous maintiendrons l'élément romantique. Après tout, je ne peux pas nier que je suis sincèrement attiré par plusieurs des participantes. » Il sourit. « Mais l'objectif principal sera l'impact social que nous pouvons créer ensemble. » L'expression de Caroline s'illumina d'un mélange de surprise et de joie sincère, peut-être l'émotion la plus authentique jamais capturée dans l'émission. « Pour commencer, continua Théo, s'adressant maintenant directement aux caméras, j'annonce que chacune des 10 participantes originales recevra 1 million d'euros à investir dans un projet social de son choix. La condition est qu'elles s'impliquent personnellement dans la mise en œuvre et ne se contentent pas de prêter leur nom. » Le studio éclata en applaudissements spontanés. Même Amandine et Patricia, qui s'étaient montrées les plus hostiles à Caroline, ne purent cacher leur surprise et, à contre-cœur, leur admiration. « Quant à Caroline, poursuivit Théo, se tournant vers elle, je propose quelque chose de différent. Au lieu d'1 million, j'offre un partenariat. J'aimerais recréer le projet Renaissance, à l'échelle nationale, avec vous à la tête et le soutien financier et stratégique de la Fondation Montaigne. » Les yeux de Caroline s'embuèrent, la première fois qu'elle montrait une telle vulnérabilité aussi ouvertement depuis son arrivée dans l'émission. « Je n'achète pas votre affection, » précisa Théo. « J'investis dans votre vision, votre expérience et votre intégrité. L'aspect personnel de notre relation, eh bien, c'est quelque chose que nous pourrons explorer hors caméra, en notre propre temps. » Marianne Leclerc, reconnaissant un moment télévisuel historique, tenta d'articuler une conclusion à la hauteur. « France, nous sommes témoins d'une transformation sans précédent. L'élu vient de se réinventer sous nos yeux. Dans les semaines à venir, nous suivrons cette nouvelle aventure, où l'amour et l'impact social marcheront main dans la main. » En coulisses, Roger Morin et les dirigeants de la chaîne oscillaient entre la panique face à la rupture du format prévu et l'excitation des premières données qui arrivaient. Les réseaux sociaux explosaient de réactions. L'audience atteignait des sommets historiques. Des hashtags comme « Le nouvel élu » et « Révolution à la télé » dominaient les tendances. Les semaines suivantes s'écoulèrent à un rythme intense. L'émission conserva le format de télé-réalité, avec les participantes vivant ensemble dans le manoir, mais les activités furent entièrement reformulées. Au lieu d'épreuves pour impressionner Théo, elle travaillait sur des projets sociaux collaboratifs, visitait des communautés, discutait de politique publique avec des experts. Caroline et Théo développèrent une proximité de plus en plus évidente, mais maintinrent un accord tacite d'explorer leurs relations loin des caméras. Le public, étonnamment, respecta ce choix, reconnaissant peut-être enfin que tous les aspects de la vie humaine n'ont pas besoin d'être transformés en spectacle. Alors que la finale de l'émission approchait, la dynamique entre les participantes avait radicalement changé. Les anciennes rivalités cédèrent sur la place à des collaborations inattendues. Amandine Ferrier, l'ancienne mannequin, qui avait tenté de discréditer Caroline, se découvrit passionnée par des projets de formation professionnelle pour les femmes en situation de vulnérabilité. Patricia Valois, l'influenceuse digitale, réorienta sa plateforme pour amplifier des voix normalement ignorées par les médias traditionnels. Louise Mercier, qui depuis le début avait montré de l'empathie pour Caroline, annonça, lors d'une émission en direct, qu'après l'émission, elle consacrerait un jour par semaine à des consultations médicales gratuites dans les communautés défavorisées, une décision qui inspira d'autres professionnels de la santé dans le pays. Le soir de la grande finale, la France entière regardait avec attente. Le format avait été modifié.
Au lieu que Théo choisisse l'une des femmes pour épouse, chaque participante présenterait l'impact initial de son projet social et ses plans pour l'avenir. La scène aménagée dans le jardin du manoir était décorée non pas des symboles habituels de romance et de luxe, mais avec des images des projets réalisés au cours des 3 mois. Le public comprenait non seulement des célébrités et des hommes d'affaires, mais aussi des représentants des communautés impactées. Une par une, les participantes présentèrent leurs projets. Certaines avaient découvert de véritables vocations pour le travail social, d'autres considéraient clairement l'initiative comme une opportunité d'image, mais généraient néanmoins un impact positif. Lorsque toutes les présentations furent terminées, Marianne Leclerc appela Théo au centre de la scène. « Le moment tant attendu est arrivé », annonça-t-elle avec son flair dramatique habituel. « Théo Montaigne va révéler son choix final. » Théo sourit, prenant le microphone. « Quand j'ai commencé ce voyage, je cherchais une épouse. Ce que j'ai trouvé était bien plus précieux, une opportunité de transformation personnelle et collective. » Il fit une pause, regardant les participantes. « Vous m'avez toutes appris quelque chose d'important. Vous avez toutes grandi au cours de ces mois, et je suis reconnaissant d'avoir fait partie de cette croissance. » La tension était palpable. Même avec le nouveau format, l'aspect romantique n'avait jamais été complètement abandonné, et le public attendait toujours une décision. « Cependant, continua Théo, s'il y a quelque chose que j'ai appris de Caroline, c'est que les choix les plus importants de la vie ne doivent pas être faits sous les projecteurs ou sous pression extérieure. » Il marcha vers Caroline, qui observait avec une expression sereine. « Caroline m'a appris à voir au-delà des apparences, à chercher la substance plutôt que le spectacle. Et, plus important encore, elle m'a montré que la vraie valeur d'une personne ne réside pas dans ce qu'elle possède, mais dans ce qu'elle est capable de donner. » Il sourit, la regardant dans les yeux. « C'est pourquoi ma décision est de ne pas prendre de décision publique aujourd'hui. » Un murmure de surprise parcourut le public. « Au lieu de cela, je propose quelque chose de différent. Nous allons clore cette émission non pas par un choix, mais par un engagement collectif. Les 10 millions d'euros initialement destinés au prix de l'élu seront distribués équitablement entre les projets présentés aujourd'hui, et la Fondation Montaigne s'engage à accompagner et soutenir chacun d'eux pendant les 5 prochaines années. » Les applaudissements furent assourdissants. Les participantes, même celles qui espéraient secrètement être l'élu, ne pouvaient s'empêcher de reconnaître la beauté et l'intégrité du geste. « Quant à l'aspect personnel, » conclut Théo, regardant significativement Caroline, « je préfère qu'il évolue naturellement, loin des caméras. Ce qui est réel n'a pas besoin de public pour exister. » La transmission se termina sur une scène qui allait rapidement devenir iconique. Théo et les 11 femmes, main dans la main, formant un cercle, non pas comme des concurrentes ou des prétendantes, mais comme des partenaires dans un voyage de transformation. Dans les jours qui suivirent, les médias bouillonnaient d'analyses et de spéculations sur le dénouement inattendu. Les critiques parlèrent de coups marketing, de stratégies calculées pour rehausser l'image corporative de Théo Montaigne. D'autres célébrèrent ce qu'ils appelèrent une révolution dans le divertissement français, un moment de rupture avec des formats exploitants et superficiels. La vérité, comme toujours, se situait quelque part entre ces extrêmes. 3 mois après la fin de l'émission, la vie avait trouvé de nouveaux rythmes pour toutes les personnes impliquées. La plupart des participantes continuaient à développer leurs projets sociaux, certaines avec un engagement sincère, d'autres retournant progressivement à leurs carrières originales, mais toujours liées aux causes qu'elles avaient embrassées dans l'émission. Caroline se consacrait entièrement à la reconstruction du projet Renaissance, désormais à l'échelle nationale et doté d'une structure solide. Son histoire inspira un mouvement de réinsertion sociale pour les personnes sans abri, avec un accent particulier sur les professionnels qui avaient tout perdu à cause de circonstances défavorables. Quant à Théo, il s'éloigna progressivement de la gestion directe de ses entreprises pour se consacrer à la Fondation Montaigne, travaillant côte à côte avec Caroline sur divers projets.
La relation entre eux évolua naturellement, comme il l'avait promis. Sans pression extérieure ni attentes artificielles, ils découvrirent une connexion qui transcendait les stéréotypes de milliardaires et femmes, sans abri, qui avaient initialement défini leur interaction. Un après-midi d'automne, presque un an après la fin de l'émission, Caroline visitait l'une des nouvelles unités du projet Renaissance dans la banlieue parisienne. Tandis qu'elle conversait avec les jeunes résidents, elle remarqua Théo, l'observant, de l'autre côté de la pièce, avec un sourire qu'elle connaissait bien. Un mélange d'admiration et de quelque chose de plus profond, de plus personnel. Plus tard, marchant ensemble dans le quartier, Théo lui tint discrètement la main. « Saviez-vous qu'aujourd'hui, cela fait exactement 1 an que vous avez interrompu le lancement de l'émission » commenta-t-il. Caroline sourit, surprise qu'il ait retenu la date. « 1 an depuis que vous avez enfreint vos propres règles et m'avez laissé rester. »« La meilleure décision que j'ai jamais prise, » répondit Théo. Il hésita puis continua. « J'ai pensé, peut-être est-il temps de rendre public ce que nous savons depuis des mois. » Caroline s'arrêta, se tournant pour le regarder. « Êtes-vous sûr ? Une fois que nous l'annoncerons, les médias ne nous laisseront pas en paix. Tout reviendra. Les spéculations, les caméras, les histoires sensationnalistes. Je m'en fiche, dit Théo, avec conviction. Je ne veux plus vivre dans les coulisses de ma propre vie. Je veux pouvoir vous tenir la main, en public, vous présenter comme ma compagne, construire quelque chose ensemble à la vue de tous. Caroline l'observa longuement. L'homme devant elle avait profondément changé depuis leur première rencontre. Moins préoccupé par les apparences, plus connecté à des objectifs sincères, plus disposé à être vulnérable. Peut-être avez-vous raison, concéda-t-elle finalement, peut-être est-il temps de montrer que les histoires réelles peuvent être plus puissantes que les contes de fées qu'on nous vend. 2 semaines plus tard, une simple photographie apparut sur les réseaux sociaux de Théo Montaigne, la première publication personnelle sur son profil habituellement corporatif. Lui et Caroline, assis sur le petit pont au-dessus du lac du domaine de Bellevue, souriant avec la naturelle de ceux qui se sentent véritablement chez eux en présence l'un de l'autre. La légende disait simplement « Certains choix n'ont pas besoin de projecteurs pour être justes ». La publication devint instantanément virale. Les journalistes tentèrent de les contacter, les spéculations ressurgirent, d'anciennes participantes de l'émission furent sollicitées pour des commentaires. Cette fois, cependant, ni Théo ni Caroline ne se cachèrent, ni ne s'expliquèrent. Ils continuèrent leur travail, leurs projets, leurs relations, non pas comme des personnages d'un récit médiatique, mais comme 2 personnes qui avaient trouvé quelque chose de rare dans un contexte improbable, l'opportunité de se voir et d'être vus au-delà des apparences. 6 mois plus tard, ils se marièrent lors d'une cérémonie intime dans la même communauté qui avait accueilli Caroline pendant sa brève fuite de l'émission. Il n'y eut pas de diffusion télévisée, de contrat d'exclusivité ou de grands spectacles, seulement des personnes qui comptaient vraiment dans leur vie, célébrant une union qui défiait non seulement les préjugés sociaux, mais la logique même du monde du divertissement. L'homme qui un jour voulut choisir une épouse parmi 10 candidates soigneusement sélectionnées, finit par trouver l'amour véritable chez la personne qui correspondait le moins à ses critères originaux. La femme qui avait tout perdu, y compris la foi, en les secondes chances, redécouvrit sa capacité à faire confiance et à aimer, sans renoncer à son essence ni à ses principes. Et la France, qui avait assisté à tout cela comme à un divertissement, a peut-être appris que les histoires les plus puissantes ne sont pas celles méticuleusement scénarisées pour provoquer des émotions, mais celles qui émergent du courage d'être authentique dans un monde qui valorise plus les apparences que la substance. Chers auditeurs, nous espérons que l'histoire de Caroline et Théo a touché vos cœurs. Pour continuer ce voyage de récits qui explore les complexités humaines et les transformations sociales, nous avons préparé une playlist spéciale avec des histoires tout aussi captivantes. Retrouvez-la ici
en cliquant à gauche. Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de laisser un j'aime sur la vidéo. Chaque jour, nous vous proposons des contenus qui nous invitent à réfléchir sur les valeurs, les apparences et la véritable essence de ce qui nous rend humains. Partagez vos impressions dans les commentaires. Croyez-vous que des transformations comme celle de Théo sont possibles dans la vie réelle? Nous vous attendons dans nos prochains contenus.